Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue ce matin aux Journées d'été des écologistes à Pantin ou bien en ligne si vous nous rejoignez sur Internet. Merci de votre présence à cet atelier organisé par la commission Mer et Littoral d'Europe Écologie Les Verts. Cette commission a voulu organiser un atelier sur la pêche durable et comment atteindre cet objectif de pêche durable dans les années et décennies qui viennent. Parce que ce sujet, on l'a trouvé assez peu abordé dans le débat national et on s'est dit que même chez les écologistes, ce n'était pas toujours un sujet évident à aborder. Donc c'était l'occasion aujourd'hui, journée d'été, d'en discuter ensemble, à la fois avec le public qui sera là, mais aussi avec nos intervenants et intervenantes. Aujourd'hui, plus d'intervenantes. C'est comme assez intéressant, surtout sur un sujet comme la pêche, qui est souvent considéré comme un sujet très masculin. Donc je suis vraiment ravie de recevoir aujourd'hui Caroline Rose, qui est assise le plus loin de moi, qui est eurodéputée Europe Écologie Les Verts, eurodéputée de l'Alliance écologiste indépendante, qui était sur la liste Europe Écologie, qui est membre de la commission pêche et très liée au milieu de la mer, car elle est fille et femme de marins, comme elle aime à le rappeler très souvent. Et elle se bat donc au Parlement européen au sein de la commission pêche pour des pratiques de pêche plus durables au sein de l'Union européenne. Elle nous en parlera tout à l'heure. À ses côtés, Sandrine Thomas, bonjour. Vous êtes marin-pêcheur depuis 11 ans. À la fois dans la Méditerranée il y a quelques années et aujourd'hui dans le golfe de Gascogne. Et vous travaillez sur... vous êtes ligneuse. Vous allez pouvoir nous expliquer ce que ça veut dire et pourquoi c'est important de le préciser. Vous êtes également, si je ne m'abuse, membre d'une organisation de pêcheurs qui s'appelle le From Sud-Ouest. Vous pourrez nous en parler également. Et à mes côtés, Charles Brenne, qui est un militant de longue date de la pêche durable et qui a notamment fondé... qui est président de l'association Pleine Mer et qui a cofondé la plateforme Petite Pêche, mais également peut-être pour certains qui connaissent l'association Poiscaille, qui pourra également nous en parler plus tard dans les échanges. Donc voilà, pour cette introduction très brève, je rappelle à tout le monde que l'atelier va être assez court, il va durer 53 minutes, donc on va essayer d'être assez rapide dans nos échanges. Je vais vous laisser la parole après sur plusieurs thèmes, plusieurs questions. On va peut-être commencer sur un premier thème qui serait celui de l'état un peu de la ressource halieutique. Où est-ce qu'on en est des stocks de poissons? Est-ce que les mesures qui sont mises en place, comme les quotas, les aires marines protégées, sont efficaces pour préserver la ressource? Donc chacun, vous allez avoir environ 3 minutes pour vous exprimer. Chacun à une échelle différente, européenne, plutôt locale et nationale. Vous allez un peu développer cela comme vous l'entendez. Donc je ne vais pas être plus longue parce que sinon on va dépasser le temps. Caroline, comme tu as le micro, si tu veux, tu peux commencer. Alors bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre en ligne et physiquement. Au niveau de la ressource, je dirais qu'aujourd'hui, on a un constat d'une petite amélioration de la ressource de certaines populations. Depuis 2013, la PCP, son objectif principal, c'est d'éviter la surpêche et d'arriver à un rendement maximum durable. Au RMD, c'était pour 2020. Mais on constate, au niveau local, moi j'ai constaté avec des pêcheurs que la ressource du thon, le thon est revenu, le thon rouge est revenu, mais on a un gros problème au niveau des répartitions de quotas. Le problème des répartitions de quotas, par exemple sur le thon rouge, dans les différents États membres, pour les petits pêcheurs locaux, on ne part pas du même point. Sur l'Italie, les petits navires côtiers ont 3%. En France, on a 12%. En Grèce, on a 19,7%. On a une surpêche au niveau de Méditerranée de 92%. Sur l'Atlantique Nord-Est, on a 38% encore de surpêche. J'ai déposé un amendement en commission pêche. Il sera proposé à la commission pêche en septembre, justement pour une nouvelle répartition du quota pour les petits navires côtiers. On parle de plus de poissons dans les mers, c'est mon rapport d'initiative que je présente en septembre. Plus de poissons dans les mers, la reconstitution des populations de poissons avec différents aspects, impliquer les pêcheurs, avoir des aires marines protégées, parce qu'aujourd'hui on a 10% d'aires marines protégées, mais en fait 10% sur le papier, puisqu'on a 1,8% avec des plans de gestion. On demande à ce qu'il y ait 30% d'aires marines protégées, mais avec des plans de gestion. Impliquer les pêcheurs,
avec en partie, je dirais, des gardes jurés, un petit peu comme des gardes pêche, etc. Enfin, un garde juré. Et donc, je disais impliquer les pêcheurs, mais aussi voir les techniques de pêche, interdire les accès et la pêche dans ces aires marines protégées à différents endroits, préserver la biodiversité. Tout ça fait partie de mon rapport que je présenterai en septembre. Donc voilà. Ça va au niveau du temps ? C'était parfait au niveau du temps. Les autres intervenants vont pouvoir même prendre plus de temps que prévu. Mais pas trop non plus. Sandrine, si tu veux prendre le micro. Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier. Donc, moi, je vais parler plutôt au niveau local et au niveau pêcheur. Donc, nous, au niveau des ressources, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de stocks, en effet, qui ont été protégés et qui se sont reconstitués assez correctement. Donc, tu parlais du thon rouge. En effet, maintenant, on en voit énormément. Et on en voit, nous, on cible le bar. Nos collègues dans le golfe de Gascogne aussi ont accès à la ressource de la sole et du maigre. C'est un peu les trois espèces phares. Et moi, je constate que par rapport à d'autres années ou à d'autres endroits, on a vraiment une ressource qui se porte bien, puisqu'on voit des juvéniles, on voit en fait des poissons de toutes les générations. Et c'est plutôt bon signe. Et ce que nous, en fait, on voudrait préciser, c'est que l'accès à la ressource est compliqué pour les navires les plus petits, donc qui représentent 80% de la flotte nationale. Donc là, ce qui est pêche côtière, navire entre moins de 12 mètres, des bateaux qui sortent à la journée. Et le système des antériorités, en fait, pénalise énormément le développement de cette pêche, puisque au niveau national et probablement au niveau européen, les quotas ont été distribués de telle façon que 80% de la flotte ne dispose que de 20% de la ressource. Et donc, ça va pénaliser le développement. Et en effet, la pêche côtière, elle a besoin d'être représentée, non seulement par les pêcheurs eux-mêmes, qui ne sont pas suffisamment impliqués dans les institutions pour expliquer de quoi ils auraient besoin pour vivre mieux. Et si on laisse faire de cette façon-là, donc distribuer un maximum de quotas et de ressources aux plus gros armements, on a tout un segment de la pêche qui va disparaître. Et donc les consommateurs, au final, c'est peut-être un peu dramatique ce que je veux dire, mais si on n'aide pas la pêche côtière, toute la petite pêche française, à pouvoir se diversifier, se moderniser, embaucher aussi, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, c'est un milieu qui recrute beaucoup. Et c'est un milieu d'avenir. Moi, j'ai 4 enfants, dont 2 qui se dédient déjà à la pêche. Et moi, je pense que la pêche a de l'avenir, mais il faut privilégier le segment de pêche qui, en ce moment, est complètement négligé au niveau représentation dans les administrations, au niveau répartition des quotas. Et c'est ça qui peut sauver, de toute façon, aussi les océans, puisque les efforts que font cette petite pêche, c'est des efforts qui sont écologiquement viable et humainement viable aussi. Les gens qui travaillent sur les petites unités, c'est des gens qui connaissent bien leur milieu. C'est sur des bateaux où vous avez à côté donc, une vie de famille, énormément de choses. C'est tous des petits maillons comme ça. Il n'y a pas que le côté économique, le côté ressources. Il y a aussi le côté humain qui va faire que si on permet aux gens d'avoir des repos, eh bien, on va travailler mieux, on va pouvoir fournir de la plus belle qualité. Je pense que sur des grosses unités qui sont violentes et pour l'environnement et aussi pour les équipages. Donc on a vraiment besoin d'avoir des soutiens au niveau politique et financier, des subventions. Oui, je suis un peu nerveuse. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Charles. Et après, je expliquerai peut-être un peu plus sur mon métier. Merci. Merci pour l'invitation. Donc pour revenir sur la ressource, effectivement, d'un point de vue national, parce que c'est de là que je vais essayer de parler aujourd'hui, il y a effectivement, comme l'a dit Caroline, une amélioration dans l'Atlantique Nord-Est des stocks suivis, mais il y a des grosses différences d'abondance. Par exemple, Sandrine, elle travaille à pêcher le bar à la ligne devant Royan où elle en trouve beaucoup, et moi, mes collègues bretons et de la Manche n'en trouvent plus du tout. Donc il y a aussi des différences de perception d'abondance. Donc c'est pas parce qu'on dit que telle espèce va bien que tous les pêcheurs qui bénéficiaient de cette espèce vont bien. Et pour prendre un peu de recul,
quand on dit une amélioration des stocks, en fait, on ne considère que les espèces, enfin les poissons, qui sont suivis. Et comme on a que depuis des décennies, on a diminué les moyens dédiés à la recherche, les stocks suivis sont de moins en moins nombreux, et on n'a aucun regard sur les stocks qui ne sont pas ciblés spécifiquement, mais qui sont capturés par la pêche, et aussi sur tout ce qu'on appelle l'aspect écologique ou écosystémique des océans, qui n'est pas, lui, suivi ou très peu suivi. Et donc ça, l'amélioration de l'écosystème dans son ensemble, aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire, et a priori, il ne va pas beaucoup mieux. Et pourtant, il est nécessaire à ce qu'il se rétablisse pour qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir vivre de la petite pêche. Donc ça, on va dire, c'est le sujet, je pense qu'il est hyper important de considérer qu'il n'y a pas que les espèces qu'on suit qui sont les bonnes. Et d'ailleurs, on va refaire un petit point quota. J'ai laissé Sandrine en parler, mais en fait, il faut comprendre que le quota, c'est un aveu d'échec. C'est parce qu'on a mal géré la pêche qu'on a des quotas. C'est assez dingue de se dire on met des limites à un outil de production parce qu'on a mis trop de bateaux, trop gros, trop puissants par rapport à ce que la mer est capable de nous fournir. Donc il y a un vrai enjeu, ça a été un peu engagé, mais à rediminuer l'effort de pêche, et c'est clairement pas aux petits trinquets, parce que c'est pas les petits bateaux qui sont les plus gros préleveurs, et comme l'a dit Sandrine, c'est ceux qui, au regard d'un même volume capturé, vont générer le plus d'emplois. Et vont améliorer, vont mettre à terre des poissons de meilleure qualité, vont recréer du lien avec les consommateurs. On va rentrer dans de la consommation locale et pas de la grosse production pour de l'industrie, pour de la surgélation. Donc il y a un vrai enjeu à travailler sur ces questions-là et sur élargir le champ. Les quotas, c'est un échec. Il faut qu'on arrive à un moment où on aura des bateaux qui seront en adéquation à ce que la mer peut nous donner, et pas contraindre Sandrine et nos collègues marins-pêcheurs à dire tel jour tu ne peux pas sortir parce que tu as déjà eu tes 20 jours de mer sur tel poisson, ou ton nombre de thons rouges limité par an. Ça, c'est un vrai sujet qui nous tient à cœur tous les trois. Mais donc on est dans un moment où on doit retrouver un équilibre, et ensuite, comme l'a dit Sandrine, une partie du blocage, c'est une volonté politique, parce que forcément on va aller à l'encontre de 50 ans de développement d'une pêche industrielle ou semi-industrielle, parce que la définition est toujours un peu délicate, pour retrouver l'équilibre et pour surtout garder et conserver une activité dans les communautés littorales qui aujourd'hui en pâtit en premier lieu. Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, comme tu l'as dit Sandrine, quand on voit que 80% des pêcheurs au final n'ont accès qu'à 20% de leurs ressources, on voit qu'il y a un vrai problème de justice au final dans le métier et dans la gestion de la ressource. Donc en fait, je reviens peut-être à Charles là-dessus, parce que toi tu as créé ce qu'on appelle la plateforme Petite Pêche. Est-ce que tu veux peut-être nous en parler un peu, pourquoi cette plateforme, et Sandrine nous exprimer un petit peu les enjeux au niveau local sur comment tu vis toi vraiment au quotidien cette injustice, en tout cas cette inégalité. Et puis si tu veux rebondir aussi Caroline, tu pourras également à la fin. Ça part en tout cas pour mon histoire personnelle, je suis parti à la pêche quand j'ai eu 30 ans. J'ai voulu aller au bout de l'exercice, et je savais à la fois que c'est un délire personnel de gamin qui a envie de retrouver une vie simple et d'aller au bout de sa passion, mais il y avait un enjeu plus politique au sens noble du terme, comme l'a dit un peu Sandrine, aussi de rétablir un peu les équilibres. Et la difficulté dans le milieu de la pêche, c'est que les petits, ils ont leur bateau, ils travaillent en mer, ils ont des gamins, donc ils ont une maison à faire tourner, donc ils ont très peu de temps pour s'impliquer à terre. Et après, on va pas se le cacher aussi, dans le milieu de la pêche, on est tous un petit peu foufou et un peu libre, et on a le collectif, le peu de temps qui nous reste de disponible, il est difficile à consacrer à l'exercice collectif, et heureusement qu'il y a des gens comme Sandrine et d'autres en France qui sacrifient du temps perso pour pouvoir le faire. Donc en 2012, avec plusieurs assos existantes, on a créé une structure nationale pour justement que les petits puissent avoir un porte-parole à fort et puissent peser. Aujourd'hui, tous ceux qui prennent la parole en France pour la pêche majoritairement et qui sont dans les instances sont ultra majoritairement des gros armements, parce qu'ils ont des chargés de mission à terre, une secrétaire ou un secrétaire qui va faire le boulot administratif à leur place, et pourquoi pas même des sous pour embaucher un lobbyiste ou quelqu'un qui va pouvoir leur libérer du temps. Et la plupart d'entre eux sont soi-disant marins, mais ça fait bien longtemps qu'on les a pas vus avec des bottes, parce qu'ils se passent leur temps en mer dans les réunions. Donc on a vraiment voulu monter cette structure, mais il y en a d'autres qui se montent, et au niveau européen notamment, au niveau local il y en a qui se montent, et il faut que les petits pêcheurs trouvent par un moyen quel qu'il soit, et là on a besoin de l'appui des politiques aussi pour avoir tout bêtement de l'argent. Les journées qu'on ne passe pas en mer, elles ne sont pas facturées, et l'entreprise elle continue à tourner, pour pouvoir libérer du temps à ces gens-là, et pour qu'on ait enfin un autre son de voix qui vient de la côte et de la pêche, et qui me semble être beaucoup plus fin et judicieux pour la suite. Oui, en effet. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Charles sur le sujet des quotas. Donc, ça a été c'est un constat d'échec.
Et c'est un système qui pénalise énormément le développement de la petite pêche, puisqu'il faut avoir surpêché pour avoir accès actuellement à des quotas. Donc ce serait nécessaire, ce serait de revoir en fait certains articles de la PCP qui freinent complètement le développement. Donc nous, dans la pratique, on est très très limité en termes de diversification. Donc on va travailler sur une espèce parce qu'on a le droit de pêcher cette espèce, c'est très bien encadré en effet, mais c'est une punition. Si tu n'étais pas en place il y a plusieurs années, tu ne vas pas pouvoir bénéficier d'accès à la ressource. Donc ça veut dire si tu es un jeune, tu veux t'installer, la plus grande majorité des jeunes, donc de moins de 40 ans, qui vont avoir droit à des aides du FEAMP, qui vont avoir le droit à exercer leur métier, ça va être à la condition d'acheter un bateau ancien, donc un bateau qui est très peu performant au niveau écologique et même au niveau sécurité des équipages, parce que ce bateau a des antériorités. Alors que c'est complètement absurde. Pour pouvoir développer correctement tout ce segment de pêche, il faudrait faire bénéficier aux jeunes à l'accès aux espèces, comme tu dis, qui vont être nobles, entre parenthèses, des espèces comme la sole, c'est complètement fermé. Il n'y a plus personne qui peut demander à avoir accès à cette ressource. Énormément de contingents, de toute façon, sont comme ça. C'est un monopole des gros armements qui ont surpêché et qui se sont retrouvés après à bénéficier, en fait, eux, de l'accès à la ressource à plus de 80%. Donc c'est un problème et un frein. Et ça tue le développement de la petite pêche, ça prive les jeunes d'emploi et ça les oblige à conserver une pêche qui est très vieille. En fait, une flotte de navires qui est extrêmement vieillissante. Il n'y a qu'à faire le tour des ports de pêche et vous verrez qu'on pourrait faire des navires qui ont des performances en carburant qui seraient beaucoup plus intéressantes, faire des investissements aussi pour la sécurité et le confort des équipages, pour le conditionnement aussi des prises, parce que 50% ça va être pêché et 50% pour vraiment faire de la marchandise, que le consommateur final ait le plus beau poisson, mais il faut dédier 50% de son temps au conditionnement des captures. Mais il faut avoir du matériel à bord, il faut avoir des cales réfrigérées, il faut avoir des frigos pour conserver la glace et tout ça, en fait, c'est pas sur des navires anciens qu'on va pouvoir le développer. Donc nous, on voudrait avoir des gens qui parlent de tout ça, mais en effet, c'est des gens du terrain. C'est pas des gens qui sont dans les bureaux qui vont pouvoir défendre. Et en fait, on n'est pas du tout fédéré. Ça, on peut reprocher de toute façon à la petite pêche, en effet, de ne pas avoir énormément de temps. Et le peu de temps qu'on a, on essaye de le consacrer à notre famille, évidemment. Et on n'est pas du tout fédéré. Vous avez qu'à mettre 10 pêcheurs dans la même pièce. Et là, vous en avez pour la journée à débattre. Et personne n'est jamais d'accord. Mais il y a certainement au moins 4 ou 5 points qu'on pourrait développer au niveau des administrations et des politiciens pour faire des demandes qui pourraient bénéficier, en effet, à la petite pêche. Bah oui, c'est ce que je te disais, en fait, pouvoir promettre à des jeunes qui veulent s'installer, qui vont avoir... ça coûte extrêmement cher de faire un bateau. Si tu as 5 tonnes de sol, pour dire quelque chose, 20 tonnes de barres, éventuellement une AEP thon rouge, parce que il y en a quand même beaucoup, il y en a de plus en plus, c'est des pêches. En plus, on parle que de ces poissons. Nous, on a besoin des politiciens, on a besoin des administrations et on a aussi besoin des consommateurs. Il faudrait qu'on puisse aller jusqu'aux consommateurs. La pêche locale le fait de mieux en mieux. On l'a très très bien fait pendant le confinement d'ailleurs, parce qu'on a fait de la vente directe. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait un port de pêche pas très loin de chez eux et qu'ils n'étaient pas obligés d'acheter du poisson qui venait de l'autre bout de la planète ou d'aquaculture. Et ça nous a bénéficié à ce point-là, nous. Et d'autres choses aussi, ce serait qu'il n'y ait pas que 3 espèces ou 4 espèces qui soient consommées sur le territoire français. Je sais que c'est pas en France, on consomme 4 espèces de poissons, donc on va aller pêcher ces 4 espèces de poissons. Mais il n'y a pas que 4 espèces de poissons. Donc il faudrait démocratiser un petit peu plus les espèces qui sont considérées comme moins nobles, et comme ça on créerait un marché et on relâcherait certainement la pression sur les espèces qui sont les plus prisées et qu'on risque évidemment de mettre en danger.
extrêmement clair. Ça tombe bien à côté de toi, il y a Caroline qui va pouvoir peut-être prendre le relais du point de vue politique au niveau européen. Alors moi, je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit au niveau des AEP-tons. Quand je vois au niveau local qu'un palangrier a un AEP d'espadon, donc sur l'hameçon, il jette 400 hameçons. Sur l'hameçon, il n'y a pas écrit « Attention, je suis un thon, je ne peux pas m'accrocher ». Il n'a pas d'AEP-thon, il a un AEP espadon et forcément, il a des prises accidentelles. On a ce problème de prise accidentelle où il a le droit à 5 thons par an en prise accidentelle. Et ça aussi, c'est un problème parce que s'il avait un AEP, ne fût-ce que le socio-économique, il s'en sortirait. Est-ce que tu peux juste expliquer ce Oui. que c'est un AEP? C'est une autorisation de pêche européenne de pêche, pardon. Ensuite, pour le socialement juste, moi j'ai un problème. C'est quand je vois un bateau qui fait 162 mètres, qui pêche en un jour ce que pêchent 5 petits chalutiers en un an. Là, je bondis et j'avoue qu'en commission pêche, j'ai tendance à intervenir parce que où elle est la justice ? Quand pendant le Covid, les pêcheurs industriels sont en mer alors que les petits pêcheurs sont à quai et quand bien même qu'ils ont pu sortir à un moment donné pendant le Covid, ils vendent à qui ? Donc grâce à la plateforme Poiscaille et j'admire ce que tu as fait parce qu'en fait j'ai l'impression de retrouver les AMAP. Par rapport à ta plateforme, je trouve que c'est une super bonne idée. Personnellement, moi, je vais acheter mon poisson au cul du bateau, puisque j'ai l'habitude de faire comme ça. Je vais chercher mon fromage à la ferme du coin, et voilà, je trouve que c'est super important ce que tu as fait. Après, moi, je me bats au Parlement européen pour qu'on garde une définition de la petite pêche sur les bateaux jusqu'à 12 mètres. Parce que je vois en ce moment qu'on parle pas mal d'élargir à plus de 12 mètres. Et je pense qu'un petit pêcheur, c'est jusqu'à 12 mètres. Après, tu parlais du FEAMP tout à l'heure. Moi, je ne suis pas pour la reconstruction des navires. Je suis pour améliorer la sécurité en mer, etc. Parce que j'ai l'impression que si on reconstruit des navires, ça va profiter aux semi-industriels, voire industriels. Donc ça me pose un petit problème sur la reconstruction des navires en fait. Voilà. Donc je suis plus sur l'amélioration plutôt que de la reconstruction du navire. La question de la construction, enfin des subventions à la construction, c'est un gros sujet. Comme tu l'as dit, ça bénéficie souvent aux industriels. Mais je pense qu'il faut autant ce qu'a dit Sandrine, c'est que quand on s'installe, moi ça a été mon cas, quand on s'installe à la pêche, acheter un bateau, ça ne vaut pas le prix du bateau neuf. Mon bateau, il avait 20 ans et je l'ai payé 4 fois le prix qu'il a dû coûter à la construction parce qu'il avait un droit de pêche accolé au bateau et comme a dit Sandrine, des antériorités qui m'ont permis d'avoir quelques centaines de kilos de sol et d'autres poissons. Sans ça, je ne pouvais pas l'acheter. Et clairement, c'est donc un bateau qui n'a pas été fait pour améliorer la consommation de carburant, qui m'a pas permis, qui était tout petit, j'avais pas beaucoup de place pour stocker. Donc il y a peut-être une voie à creuser sur le fait que si on change un peu le modèle, c'est-à-dire que c'est pas subventionner forcément des constructions systématiquement, mais que là c'est la double peine pour un nouvel entrant. Il achète très cher un vieux bateau et s'il veut l'améliorer, il doit réacheter très cher son nouveau pour casser l'autre. Et ça veut dire qu'un bateau, c'est très clair, mon bateau je l'ai acheté 45 000 €, il en valait 15 à la construction et si je voulais faire comme cette démarche-là, je paye une fois 45 000 € et je reconstruis un bateau 80 000. Ça devient très compliqué. Donc je pense qu'il faut remettre tout à plat. Et clairement sur les autorisations, sur les PME, donc les permis de mise en exploitation, c'est comme une licence de taxi. Si on n'a pas ça sur le bateau ne peut pas être professionnel. Il faut que, notamment au niveau français, ça c'est une décision qui peut être faite au niveau français, ça ne soit pas forcément accolé au bateau. Ça peut être clairement quelqu'un qui s'installe, il récupère une PME, on garde les PME pour installer des nouveaux. Et dans ces cas-là, l'investissement de la personne qui s'installe, elle est uniquement sur la construction. Elle n'est pas sur... Ce qui est une économie parallèle. Enfin, c'est clairement, on s'est battu en France et en Europe, et tu le sais Caroline, pour éviter d'avoir une bourse aux quotas, qui s'appelle les quotas individuels transférables, parce qu'il y aurait une surenchère. Mais en fait, c'est le même système qui se passe pour ces bateaux-là. En fait, il y a une bourse qu'on ne voit pas, qui est sous le manteau, qui est juste le droit de pêche et qui donne cette valeur absolue et folle à ces bateaux-là. Donc il faudrait tout remettre à plat et surtout garder des quotas et ces droits de pêche au niveau administratif et avoir des critères très, très simples. Et pour ça, il y a un truc très simple. Il y a l'article 17 de la PCP, qui n'est un article 17 de la politique commune de la pêche, qui dit que chaque État membre doit favoriser les entreprises de pêche socialement, écologiquement et économiquement les plus justes. Aujourd'hui, l'État membre est censé appliquer ça. La France, c'est 2014, donc ça depuis 6 ans, la France n'a rien fait et rien n'a changé. Donc il y a juste à s'appuyer sur les textes et pousser pour que ça se transforme.
Et au niveau des constructions, comme je disais, il y a des choses qui freinent énormément les nouvelles installations, puisqu'il faut avoir moins de 40 ans, être titulaire du capitaine de sang. Donc ça, bon, c'est tout à fait normal. Hein. Si tu veux t'installer à la pêche, il faut quand même que tu connaisses un petit peu le milieu, au moins savoir démarrer ton bateau. Mais le problème, c'est que tu en bénéficies qu'une seule fois. Et la première fois, tu vas souvent la griller pour acheter un bateau pour récupérer une PME et des droits de pêche. Et donc, tu vas acheter ce bateau extrêmement cher, comme a dit Charles. Et c'est pas un bateau, ça va te coûter beaucoup plus cher au final de transformer un bateau pour l'améliorer, les bateaux. Alors ça, c'est pas trop mon domaine, mais des bateaux de plus de 30 ans, c'est vraiment monnaie courante. Vous pouvez aller voir sur toute la côte atlantique. Il y a très très peu de nouvelles constructions. Or, ces nouvelles constructions, elles vont permettre des consommations en énergie qui seront beaucoup plus raisonnables. Et il y a énormément de modernisation à apporter. Et à mon avis, c'est plus facile. Et ça va créer de l'emploi aussi à terre, parce qu'il faut quand même penser qu'un emploi embarqué génère 3 à 4 emplois à terre. Toute la filière, donc que ce soit chantier naval, que ce soit le mareyage, les criées, etc. C'est un milieu qui va créer beaucoup d'emplois. Mais c'est pas si on a un bateau, comme je disais, un bateau de 100 mètres ou même moins de 100 mètres, hein, ça va bénéficier à une entreprise, une seule personne et une poignée un seul équipage. Alors qu'avec les kilowatts qu'a ce bateau, les droits de pêche qu'a ce bateau, je veux pas casser tous les gros bateaux, c'est pas ça. Puisque peut-être qu'à nos petits hameçons, nos petits casiers, nos petits chaluts, on va peut-être pas nourrir la planète, mais on est capable de faire la pêche du futur. À mon avis, moi, elle existe déjà, sauf que personne n'en parle. Les pêcheurs, de toute façon, au niveau médiatique, on est tous des barbares, voilà, alors que c'est archi faux, on n'est pas des barbares. Donc il y a ça que je voulais te dire. Et puis les moins de 12 mètres, alors moi j'ai un moins de 12 mètres et je considère que voilà, c'est des bateaux on va faire entre 200 et 220 jours de mer à l'année parce qu'on n'est pas capable au niveau de la météo et de faire plus. Donc ça c'est extrêmement sain pour la ressource puisqu'on va les laisser se reproduire, grandir, etc. pendant tout le reste de l'année. Et ça va être la période en plus de frais pour la majorité des poissons, c'est-à-dire la période hivernale. Donc en fait, naturellement, si vous faites des bateaux qui ne sont pas ultra performants, et performants encore c'est positif, des bateaux qui sont capables d'être sur l'eau 365 jours, c'est des bateaux qui font mal à la ressource et qui font mal aussi aux équipages. Quand on voit qu'on est obligé d'imposer des repos biologiques, alors que le repos biologique, en fait, c'est simplement la météo, voilà, on construit des bateaux qui vont pouvoir sortir, mais pas affronter constamment les éléments. Et on va rétablir un ordre naturel, tout simplement. Mais moins de 12 mètres, peut-être pas partout. Il y a des bateaux qui vont jusqu'à 15 mètres et qui... Oui, en Méditerranée, tu vois que c'est des bateaux qui sont quand même un petit peu plus grands. Mais bon, on va peut-être, oui, il y aurait beaucoup de choses, j'imagine, à discuter là-dessus sur la taille maximale des bateaux pour la petite pêche, etc. Mais là, tu as fait un lien intéressant entre la pêche, vraiment l'activité en mer, et le continent. Et comment, là, j'aimerais bien aborder la question de la consommation et de comment on fait le lien avec les gens qui vont acheter le poisson sur la terre ferme. Quelles pratiques de consommation on pourrait mettre en avant? Par exemple, toi, tu travailles avec Poiscaille notamment, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et voilà, comment est-ce qu'on pourrait arriver à une pratique de pêche ainsi que des consommations plus durables? Comme on l'a déjà un peu dit tous les trois, mais il y a un vrai enjeu à valoriser cette ressource limitée biologiquement. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on sait depuis 20 ans, 30 ans maintenant, que les océans mondiaux ne nous donneront pas plus que 120 millions de tonnes par an. Donc on a cette ressource disponible, renouvelable, qui est limitée. Donc si on veut avoir une réflexion à la fois on va revenir sur l'emploi, mais sur l'emploi c'est le cas, sur l'environnement c'est le cas, et donc et une des solutions à ça, c'est donc en pêchant moins de valoriser mieux et de recréer du lien avec les territoires. Donc aujourd'hui, notamment en France, il y a une histoire longue de la mise en vente, la mise en marché du poisson, et majoritairement, ultra majoritairement, c'est une obligation de passage en criée, ce qui est plutôt bien en termes de suivi, en termes de qualité, mais accouplé à cette obligation de suivi, une mise aux enchères inversée. C'est-à-dire qu'en gros,
Sandrine, moi, quand on pêche, on va poser nos bacs de criée, nos bacs de poissons à la criée, et on va savoir que le lendemain matin, parce qu'il y a un jeu d'enchères, le prix de nos poissons. Et moi, ça m'est arrivé quand j'étais voisin de Quai de Sandrine, pour la même nuit de boulot, pour 100 kg de maquereau de ligne, avoir 30 centimes du kilo ou 4,50 € pour les mêmes 10 heures de boulot. Donc, enfin, on est pas mal à se poser la question de savoir comment un petit peu redonner la main et surtout à faire que les marins pêcheurs puissent vivre correctement. Et donc, il y a deux choses qui nous semblaient essentielles. À la fois, leur redonner la possibilité de vendre en direct. Alors, c'est sûr que le Covid l'a sublimé, cette pratique, et tant mieux, alors que c'est une pratique historique j'imagine qu'il y a un siècle, c'était évident pour tout le monde d'aller chercher son poisson sur le port. Aujourd'hui, ça devient exotique ou carrément nouveau et vraiment la mode absolue. Et avec beaucoup d'amis, ça fait une quinzaine d'années qu'on se bat pour le mettre en lumière, pour le permettre, parce qu'il y a beaucoup de mairies aussi littorales qui l'ont interdit, sous pression, des marailleurs, des poissonniers, des grandes surfaces. C'est quand même assez fou, quelqu'un qui va pêcher et qui n'a pas le droit de mettre en vente son produit. Et donc avec des copains, on a créé une association qui s'appelle Pleine Mer et où on a lancé une carte interactive en février qui permet à tout un chacun de retrouver partout sur le littoral français les points de vente en direct des marins pêcheurs de France. Et l'autre alternative, parce qu'effectivement la vente directe c'est une chose, mais c'est compliqué quand on fait une bonne pêche par exemple de vendre tout sur le quai. Et puis c'est bien aussi que d'autres puissent bénéficier de ces produits, pas uniquement ceux qui sont sur la côte. Et donc un très bon ami à moi a fondé Poiscaille, qui est une entreprise que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps et dont j'étais un des premiers fournisseurs et qui a décidé de prendre la mise sur le marché à l'inverse. C'est que nous on a fait le pari d'acheter très cher toutes les espèces. Sandrine a commencé à l'évoquer, mais les Français consomment du cabillaud, du saumon d'élevage et de la crevette tropicale d'élevage. Nous déjà ça vous le trouverez jamais chez nous. On s'est dit nous on va acheter tout ce que les gens de la petite pêche peuvent pêcher, et notamment des espèces qui sont sous-valorisées, qui vont être souvent rejetées à l'eau, comme disait Sandrine aussi maltraitées, parce que n'y a pas la place de traiter toutes les espèces correctement à bord, et donc on va toujours concentrer l'effort de pêche sur le bar, la sole et le Saint-Pierre. Donc là nous on vend de la vieille, du taco, de la bogue, des espèces qui sont un peu oubliées, qui sont des super bons poissons, et on achète ça très cher à nos aujourd'hui 80 petits pêcheurs qui bossent avec nous, dont Sandrine. Et on nous a pris pour des fous. On va prendre l'exemple de la vieille. La vieille, même les Bretons historiquement, ils donnaient ça. C'était même pas pour leur chat. À la limite, on met ça dans les casiers à homards. Chez Poiscaille, on est pas mal cuistots tous, un peu. On est un peu fans de cuisine, et donc on s'est tous éclatés à essayer tous ces produits. Et en fait, c'est des poissons absolument dingues. Et si on arrive à expliquer aux consommateurs, notamment maintenant on a plein d'outils, donc on fait des tutos sur YouTube pour expliquer comment on lève des filets, comment on fait une recette toute simple de ceviche de vieille par exemple, et ce qui permet, au lieu que les pêcheurs rebalancent la vieille à bord ou la mettent en criée qu'elle soit achetée 10 centimes, nous on va leur acheter 4 € du kilo toute l'année, et donc il y en a qui vont cibler cette espèce qui va bien plutôt que d'aller tous les jours au bar. Donc il y a un vrai enjeu vertueux. C'est pas simple, ça va à contre-courant, on n'a pris que des bâtons dans les roues depuis le départ en nous traitant de bobos folkloriques parisiens, que les pêcheurs ne joueraient jamais le jeu, parce que la révolution entre guillemets de ce projet-là, c'est qu'on a un contrat moral, il n'y a rien écrit, mais on a un contrat moral, c'est qu'on s'engage à l'année à payer toujours le poisson au même prix, et qui est au moins 20% plus cher que la moyenne à l'année en criée. Et, par exemple pour la vieille, c'est 400 fois le prix moyen, je pense. Mais, ou pas loin, et finalement on nous a dit les pêcheurs joueront jamais le jeu à Noël, les courses en vol ils joueront pas avec vous n'aurez pas de poisson à Noël, ça marchera pas, parce qu'en plus on leur demande d'emballer, de faire attention, de trier, de vider les poissons, parce que quand on reçoit son petit panier de poissons de chez nous et qu'on habite dans un studio parisien ou au fin fond de l'Ariège et qu'on n'a jamais vidé un poisson, c'est pas forcément le truc le plus simple. Donc voilà, si on a fait quasiment nos 80 pêcheurs sont quasiment tous prêts à vider le poisson pour que ça arrive directement dans une super qualité chez les gens et que ça soit pratique à manger. Et on se bat aussi, et après je lâche la parole, pour qu'on retrouve un mode de consommation et qu'on s'habitue à remanger du poisson entier. Parce que là, on a tous les bâtonnets, les trucs prêts à cuire, la sole pelée, vidée, il y a juste le filet qu'on met sous la poêle au micro-ondes, c'est fini. Et en fait, on n'a plus le rapport aussi, moi qui me semble important, à l'animal qu'on mange. C'est pas anodin de manger de la protéine. Et donc, il faut se poser la question, il ne faut pas que ça soit anodin. Et aussi, ne serait-ce que pour réapprendre des gestes de cuisine, relever des filets, avoir un produit frais. Et un dernier conseil vite fait, n'achetez jamais de poisson en filet à l'étal. S'il est en filet sur l'étal, c'est que vous ne l'auriez jamais acheté en entier, parce qu'il aurait une tête improbable. Voilà. Excuse-moi. Je sais pas juste au niveau de la consommation, tu disais, moi je pense qu'il y a deux choses qu'il faudrait vraiment pour stimuler les consommateurs. C'est une traçabilité irréprochable. Le monde de la pêche est
et la commercialisation des produits est beaucoup trop opaque. Ce qu'on trouve dans les poissonneries, c'est marqué grosso modo Atlantique Nord-Est, ou des choses comme ça. Donc il faut une réelle traçabilité. Moi, je suis présidente d'une démarche qui s'appelle Apromer. Tous les poissons sont pincés. Ils ont tous un flash code et un numéro individuel. Et on peut remonter jusqu'au jour de la pêche, jusqu'au bateau et à la zone exacte. Donc ça, c'est déjà bien. Et ce qu'on a besoin derrière, en fait, nous, c'est que les consommateurs s'y intéressent particulièrement, comme ils le font pour les fruits, les légumes et la viande. Ils veulent manger du bon, du local, du bien élevé, du bien traité. Donc il faut leur faire passer ce message que pour manger du poisson, ils peuvent manger du poisson qui a été bien pêché, bien traité, et qui vont aider à... Ils vont bien manger, de toute façon, beaucoup plus sain pour eux et pour les enfants. Et ça va favoriser le développement de notre métier. Et la ressource s'en portera beaucoup mieux. Et diversifier beaucoup, comme dit Charles. Restez pas toujours sur exactement les mêmes espèces, parce que ça oblige les marins à aller cibler ces espèces. Alors qu'il y a énormément de poissons, donc le taco, l'ombrine, la vieille, des poissons qui sont méconnus et qui sont super bons. Et le meilleur poisson de tous, toi qui dis qu'il est super cuisinier, mais pour moi, le meilleur poisson de tous, c'est un poisson qui a été bien pêché, bien conditionné. Tu n'as même pas besoin de le cuisiner plus que ça, parce qu'il a un goût terrible et il est super bon, simplement grillé. Alors moi, je reviens sur ce que vous avez dit tous les deux, puisque je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. On a au Parlement de la ferme à la fourchette, et moi je dis donc de la mer à l'assiette. Il y a une chose qui est importante, c'est le critère de pêche qui protège l'environnement, les circuits courts. Et aussi la saisonnabilité des poissons. Moi, quand je vais acheter mon poisson donc, chez les pêcheurs en direct, je regarde sur Internet avant d'aller acheter ce qui est le poisson actuel, ce qui est en période de reproduction, parce que je pense qu'il faut sensibiliser les gens aussi par rapport à ça. Par rapport au poulpe, par exemple, en juillet, je ne vais pas manger du poulpe parce que c'est la période de reproduction. Les femelles, elles protègent les petits. Et j'irai pas manger du poulpe en juillet. Et ça, c'est aussi sur une pêche durable. Je pense qu'il faut aussi appuyer ces points qui sont importants. Et tu as raison sur la vieille, etc. C'est des poissons que les gens ils connaissent pas. Les bogues aussi. Je les ai découverts cette année, moi, les bogues, alors que je les connaissais pas. Et c'est très bon. On conserve aussi. On se fait des conserves, c'est très bon. Et donc, c'est vrai que c'est des choses. Il faut sensibiliser les gens à ça pour justement avoir et continuer à avoir cette pêche durable. Je vais pas manger une tomate en janvier, et c'est pareil pour les poissons. Donc, on a... Ah, tu voulais rebondir? Allez, vas-y, rebondis. Excuse-moi. On vous avait prévenu qu'on était bavard. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on peut pas comparer les stocks de poissons à des... on les plante pas, on les élève pas, on les arrose pas. Il y a plein de choses que je suis pas d'accord. Pour les poulpes, c'est un super exemple, mais c'est un exemple qui est complètement comment dire, je sais pas, c'est pas un bon exemple, quoi. Il y a les sèches aussi, elles font ça, elles élèvent leurs petits, mais simplement c'est les rares espèces marines qui vont élever leurs petits, en tout cas les espèces que nous on consomme. Et ce qu'il faut savoir sur la saisonnabilité, c'est que là où on va pêcher le plus de maquereaux, là où on va pêcher le plus de poissons, ça va souvent être en période de reproduction, puisque les poissons vont énormément se concentrer. Alors le problème, c'est on va pêcher des adultes qui sont en train de se reproduire. Il y a un taux admissible pour ce stock qui va permettre le renouvellement de l'espèce et pas mettre en danger. Tu es d'accord ou pas, mon Charles? Et ensuite, donc, les poissons, on n'élève pas du tout leurs petits. La reproduction, elle est externe. Une fois qu'ils ont frayé, la reproduction se fait dans l'eau et les petits, ils vont grandir tout seuls. Et il vaut mieux qu'ils s'échappent assez rapidement de papa-maman parce que les poissons sont cannibales. Alors, le fait de la saisonnabilité, c'est surtout le prélèvement, l'effort qu'on va faire sur cette frayère. Si c'est des efforts démesurés, si vous êtes avec des bateaux que je vais faire bip, 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 parce que je ne vais pas dire, mais qui vont prendre l'équivalent de ce que moi je vais pêcher en une année, il vaut mieux pêcher des poissons adultes qui ont déjà frayé plusieurs années consécutives et qui ont produit un effort pour la reproduction de l'espèce, plutôt que de pêcher des juvéniles et puis une pêche absolument pas ciblée. Donc la pêche sur les frayères, c'est vrai que c'est un très très grand sujet. Et le poulpe, heureusement, oui, en tout cas, veille sur les œufs. Ça, c'est vrai. Effectivement, tous les céphalopodes, donc les poulpes, les sèches, on va les sortir de ce que je vais continuer à dire pour reprendre la suite de Sandrine. En gros, si la population d'une espèce va bien,
C'est assez simple. On dit qu'il n'y a pas de relation, c'est technique en termes, il n'y a pas de relation stock-recrutement. C'est-à-dire que le nombre de jeunes ne dépend pas du nombre d'adultes si le nombre d'adultes est suffisamment élevé. Donc qu'on pêche l'adulte avant, pendant ou après la reproduction, ça n'a normalement pas d'impact si la population de poissons se porte bien. Mais le biais, et c'est pour ça qu'on peut essayer de temps en temps aussi d'avoir un discours un peu dur, c'est que comme l'a dit Sandrine, les industriels, les pêcheurs industriels, se sont spécialisés pour être le plus efficace possible. Et donc, pour les poissons, pour beaucoup d'espèces, c'est les rassemblements de reproduction. Et donc on a fait un peu d'anthropomorphisme, et je plaide coupable quand j'étais en ONG environnementale, pour dire on touche pas les poissons quand ils font l'amour, mais ça n'a aucun impact. Mais au moins médiatiquement ça marche très bien, et ça a permis d'essayer de contrer les industriels qui, Sandrine a fait des bips, mais on va en parler au moins sur une espèce, qui est le bar, qui était uniquement ciblé au départ par les petits. Les industriels ont découvert qu'ils se rassemblaient sur les frayères, notamment de l'entrée de la Manche, de manière dinguissime entre décembre et mi-mars. Et on fait des coups absolument fous furieux de poissons. Et c'est pas dramatique dans l'absolu s'il y a eu des petits coups. Sauf qu'en fait, ils ont mis à mal toute la population. Et donc là, on arrive à un seuil, ça s'appelle la biomasse limite, un seuil limite du nombre de parents, on va dire, pour que l'année d'après, il y ait des poissons. Donc il y a un vrai sujet sur la saisonnabilité. Et en fait, moi, je pense que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut suivre, c'est l'intuition. C'est quand on va chercher son poisson sur la côte, si un petit bateau a réussi à le pêcher et que le poisson il est super joli, franchement, il ne faut pas se poser la question d'aller voir ne serait quelle association. Parce qu'en fait, les conseils de saison, c'est donné par des assos environnementales qui parfois, je plaide coupable, j'ai passé un peu de temps, beaucoup de temps, n'y connaissent pas grand-chose. Et ou alors carrément des hommes de paille de la grande pêche qui vont dire c'est la saison du bar, achetez-en en janvier, février. Donc en fait, faites-vous confiance, faites confiance aux pêcheurs et surtout demandez d'où ça vient, qui l'a pêché et comment. C'est vraiment ça le plus important. On va peut-être pouvoir passer aux questions avec le public parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. On a des questions à la fois en ligne et sur place. Je ne sais pas Antoine si tu veux peut-être poser les questions. Alors oui, il y avait quelques questions qui sont arrivées en ligne. Il y a à peu près 70 personnes, un peu plus, qui nous suivent en direct. On a Jérém29 qui, je pense, réagissait à quelque chose que tu disais, qui disait c'est pas un peu utopiste de dire qu'on devrait supprimer les quotas et compter sur la responsabilité individuelle des pêcheurs. On a à nouveau Jérém29 qui dit les gros bateaux et les petits ne pêchent pas la même chose et pas sur les mêmes zones. Alors pourquoi encore une fois créer cette opposition qui ne profite à personne? Et il y avait des questions en général, je pense, sur comment permettre la vente directe. Et en gros, je pense que c'est une question qu'on peut poser à tout le monde. Quels sont les freins que vous rencontrez pour mettre en place un peu ce modèle de pêche durable? Et je ne sais pas si on prend une question du public. Non, voilà. Je vais déjà vous laisser répondre à cette salve de questions si vous souhaitez. Je vais essayer de répondre à Jérém29. Je crois pas qu'on ait dit qu'on laissait les mains libres et qu'on comptait sur la responsabilité individuelle de chaque pêcheur pour que ça aille bien. Ce que je crois qu'il faut viser, c'est pas demain, c'est un moment où l'état des ressources de poissons, la bonne santé de l'écosystème marin et en face des politiques permettant un équilibre en termes de prélèvement, donc le nombre de bateaux, on n'aura plus besoin de ces outils. Je ne dis pas que c'est demain, mais je dis que c'est ça qu'il aurait fallu viser. On est allé trop loin, on a fait trop de bêtises. Aujourd'hui, on a besoin de ces outils pour rétablir un équilibre. On a besoin des politiques pour réinverser la répartition de à qui bénéficie tel quota ou tel quota. Donc, donc ça se fait collectivement et ça se fait de manière assumée, politique et avec les pros. Pour répondre à G29 sur les gros et les petits, c'est toujours le même discours, notamment de la voix, on va dire, la FNSEA pêche. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que personne ne connaît, mais en gros, ceux qui parlent pour la pêche en France ne veulent surtout pas qu'il y ait de discours dissonants. Donc on dit toujours, c'est horrible, vous opposez les petits et les gros alors que chacun est chez soi. C'est complètement faux. Les espèces partagées, on a parlé du thon rouge. Le thon rouge au début c'était pêché que par des petits. Aujourd'hui, c'est pêché à 85% en France par des gros seineurs industriels. Le bar dont on a parlé, c'était pêché pas que par des petits. Aujourd'hui, c'est pêché majoritairement par des gros fileyeurs et des chalutiers pélagiques. Donc, toutes les espèces qui sont partagées par ces deux mondes, il y a un vrai sujet. Et clairement, ça c'est vraiment du ressort des politiques d'inverser la tendance et de favoriser les petits sur ces espèces. Eux, ils n'ont pas le choix.
Ils ont des limites de distance, et en journée, parce qu'ils ont envie de revenir chez eux, et parce que l'administration ne leur autorise pas. Donc eux, ils peuvent pas, si le bar ou le thon rouge disparaît devant chez eux, ils vont pas faire 3 jours de mer pour aller chercher une autre espèce. Les gros bateaux, ils peuvent le faire. Et ils n'ont pas été construits pour ces espèces-là, d'ailleurs. Un exemple hyper simple, après je passerai la parole, mais c'est la sardine. La sardine, c'était pêchée que par des petits bateaux. Et aujourd'hui, on a modernisé ces bateaux qu'on appelle les beaux-lyncheurs. C'est une espèce de seine, un filet qui entoure le banc de sardines. Au départ, c'était des petits bateaux qui arrivaient bon an mal an à faire leur journée. Aujourd'hui, c'est des bateaux d'une vingtaine de mètres, surpuissants, suréquipés. Il y a des millions d'euros de sonar pour repérer les bancs. Ils travaillent à la côte. Et bizarrement, la sardine ayant des années bonnes et des années mauvaises, enfin les espèces qu'ils ciblent, il n'y a pas que la sardine, ils se sont mis à aller sur des espèces qu'ils ne ciblaient pas. Le bar, la dorade grise, la dorade rose, et qui ont pénalisé tous les petits autour parce qu'ils travaillent sur le même endroit. Donc effectivement, laissons les gros bateaux au large sur les espèces qui ne sont pas partagées, mais favorisons la petite pêche sur les espèces qui sont des deux côtés. Oui, effectivement, pour répondre aussi à Jérém 29, de toute façon, on cohabite, en tout cas dans le golfe de Gascogne, on cohabite avec des gros bateaux qui sont armés pour la pêche au large, mais qui travaillent sur les mêmes zones que nous. Nous, on est limité de toute façon par la météo et l'administration aussi pour la sécurité. On n'a pas le droit de dépasser les 20 milles nautiques. Donc, nous, on ne sortira pas de cette zone. Mais les autres armements plus performants, plus gros que nous, ont le droit par contre, eux, de venir pêcher sur ces zones. Ce qui pénalise est notre effort de pêche et aussi la reproduction, puisque la bande côtière plus à terre, c'est là où c'est la nourricerie, où les juvéniles vont venir grandir. Donc plus on va les laisser tranquilles pendant le printemps-été, il n'y a pas que pendant la période de reproduction, il y a aussi tout ce qui est croissance des juvéniles. On sera de toute façon... On va favoriser le développement de cette espèce. Et moi, je pense que si, comme tu disais, certains métiers qui ont été créés, inventés pour cibler le bleu ou d'autres espèces, le bleu, ouais, c'est en choix macro sardine, donc ça va pas être pareil. Nous, par exemple, avec les hameçons, on va pas être capable de pêcher tout et n'importe quoi. C'est extrêmement ciblé à 90% ou 95%. Je sais exactement ce que je vais pêcher. Par rapport à la taille de l'hameçon, par rapport à la marée, par rapport au fond marin, si c'est de la vase, si c'est de la roche, par rapport à l'appât qu'on va mettre, vivant, mort, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement ciblé et on est pratiquement à 0% de rejet. On a des observateurs à bord et on pêche que des poissons adultes et on est capable de relâcher en mer vivant ce qui est sous taille et ce qui est non ciblé, des espèces qu'on ne veut pas prendre comme... parce qu'elles ne sont pas consommées actuellement, mais si elles les étaient, on pourrait les valoriser. Donc ça, c'est déjà une chose. Notre métier, c'est un métier, on n'a pas besoin forcément d'écraser les autres, mais simplement de leur montrer comment on travaille. Et les gens devraient comprendre que nous, avec 50 poissons, ça va représenter une centaine de kilos, on a fait notre journée, on est économiquement viable, on paye nos équipages, on nourrit nos enfants. Et donc je vous parle de très très peu, c'est 50 individus sur un stock. Là-dessus, est-ce que tu veux rebondir, Caroline? Et peut-être sur les freins, ça pourrait être intéressant que tu nous racontes aussi ton travail au Parlement européen. Quelles sont les pressions que tu peux ou pas subir notamment? On en parle beaucoup quand même de la présence des lobbies au Parlement européen. Est-ce que tu peux en dire plus? Moi, au niveau de la commission pêche au Parlement européen, je dirais que mon plus gros frein, c'est les lobbies industriels. Donc on reparle des petits et des gros, mais c'est la constitution de la commission pêche, c'est représenté par des pays espagnols, italiens, enfin il y en a d'autres, mais c'est les lobbies industriels. Donc en fait, nous écologistes, quand on fait un vote, par exemple pour le FEAMP, on a été les seuls par rapport au FEAMP. Donc c'est vrai que c'est très... Le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche. Donc c'est vrai qu'au niveau des négociations, c'est très compliqué au niveau de la commission pêche. Donc on est confronté à ces lobbies industriels. Donc on revient exactement aux petits et aux gros, comme disaient Sandrine et Charles. Voilà. On a peut-être le temps pour une question du public ici. Est-ce que par là-bas, je vois. On garde les micros en main. Et tu peux poser... Non, c'est moi qui... Ah, ok, d'accord. Oui, alors je voulais vous poser une question en vous racontant une anecdote qui m'est arrivée. Donc, je discutais avec ma mère et je parlais en fait de la réduction de la consommation de poissons. Je lui disais, alors on consomme beaucoup de poissons, faudrait en manger moins souvent, etc. Elle me dit, mais tu sais, il y a 20 ans, on nous disait, faut consommer plus de poissons. Il y a 20 ans, on nous disait, faut consommer plus de poissons, moins de viande, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, etc. Donc,
enfin, je savais pas trop comment lui répondre parce que c'est un peu, ça me semblait, enfin, plus juste aujourd'hui, mais ça l'a été. Donc, je me demandais, enfin, dans quelle mesure faut réduire la consommation de poissons aujourd'hui, quoi. Je veux dire, est-ce que il faut consommer un peu moins, beaucoup moins, faut plus en consommer du tout. Enfin, comment on se positionne Simplement, consommer mieux. Renseigne-toi comment c'est pêché, renseigne-toi, voilà, diversifie, mange pas tout le temps la même chose, t'évites le poisson industriel, congelé, d'élevage. Il faut savoir que le poisson d'aquaculture, pour faire 1 kilo de chair consommable, il faut vider les océans, il faut 4 kilos de poissons sauvages pour faire de la farine. Donc ça, c'est une question, elle est très bien ta question, mais c'est comme tout. Là, on peut faire le rapport avec ce que tu manges à terre, les fruits et les légumes. Achète pas des choses qui ont un énorme impact carbone, va pas acheter forcément des ananas, etc. Donc simplement, réfléchissez à ce que vous voulez manger. Si des crevettes tropicales, vous pouvez vous en passer, ben passez-vous-en, parce que c'est pas forcément bon ni pour votre santé ni pour la planète. Donc vous pouvez manger à peu près de tout. Et à mon avis, en France, en plus, on n'est pas un gros consommateur de poissons. C'est traditionnellement dans la gastronomie française, c'est plutôt cassoulet bourguignon que poisson. Mais si, moi je pense, si, continuez, parce que si vous en mangez plus, moi j'ai plus de travail. Enfin, en étant hyper factuel, hyper rapide, en fait, il faut arrêter ce qu'a dit Sandrine. Arrêtez de manger du saumon d'élevage que la Norvège vous vend à coup de pub et de santé, alors que c'est le même itinéraire technique que le cochon industriel que vous bannissez tous. Pas manger de crevettes tropicales. Donc, comme l'a dit Sandrine, il faut acheter du poisson dont on connaît la provenance. Généralement, il faut mettre le prix. Parce que si vous voulez que sur la côte, les pêcheurs puissent en vivre correctement, il faut aussi accepter peut-être d'en manger pas forcément tous les jours, mais d'y mettre le prix. Et un truc très simple, en gros, je l'ai dit tout à l'heure, il y a en gros entre 100 et 120 millions de tonnes disponibles. Aujourd'hui, c'est pas parfait, mais il faudrait améliorer l'écosystème forcément. Et aujourd'hui, il y a 70 millions de tonnes qui sont consommées de par le monde. Donc si on fait une division toute bête, en gros, ça fait une dizaine de kilos par an par habitant. Donc permettez-vous au moins, alors si vous êtes sur la côte, achetez-en plus forcément, mais en gros, voilà, une dizaine de kilos par an et par habitant, payez correctement en poisson entier, donc vous savez comment il est pêché, et vous ne ferez pas d'erreur. Voilà. Malheureusement, je crois qu'on va devoir arrêter l'atelier. On a vu qu'il y avait d'autres questions, on est désolé, mais le temps est compté. Donc on va vous remercier très chaleureusement d'avoir participé à cet atelier. Au nom de la Commission Marais Littoral, on est tous très heureux de vous avoir eu. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet atelier et essayez de continuer de vous intéresser à ce sujet parce que dans les élections qui arrivent, notamment au niveau régional, la question de la pêche et de la gestion de la ressource va être cruciale. Donc intéressez-vous-y vraiment. Merci beaucoup et très bonne journée à toutes et à tous.